Le Maroc est confronté à une pénurie d'eau dans plusieurs régions. Certaines villes comme Taloudan n'ont plus d'eau depuis des mois. Comment expliquer cette crise alors que le pays accueille des entreprises israéliennes produisant des avocats destinés à l'exportation, sachant que la culture de l'avocat est interdite dans plusieurs régions dans le monde et déconseillée en raison de sa consommation excessive d'eau et de son impact sur les nappes phréatiques. Alors quand je parle de Taloudan, c'est évidemment plusieurs régions de Taloudan qui n'ont pas d'eau. Voilà, la plupart et parfois c'est coupé absolument partout. Que pouvez-vous dire de ce sujet, très cher professeur? Alors, Adnan, concernant le Maroc, globalement, et si cette ressource était équitablement répartie, on n'est pas dans une posture de stress hydrique. Le stress hydrique commence avec moins de 500 mètres cubes d'eau par personne et par an. On est presque à 900 mètres cubes d'eau par personne et par an, presque le double. Presque le double. Donc on a presque 29 milliards de mètres cubes d'eau, se forme d'eau de surface je veux dire, des eaux exploitables. On a au Maroc 178 barrages. 178 barrages, imaginez avec moi, Adnan, les investissements colossaux qui ont été payés par le peuple marocain pour avoir ces barrages, pour avoir une garantie. Attendez, professeur, s'il vous plaît, juste un instant. Je réponds à Yashi dans les commentaires, une mouche électronique du Marzen sur YouTube qui dit non, à Taloudent, l'eau coule partout, 24 heures sur 24. Alors, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai postée sur tous mes réseaux où on voit que dans la ville de Taloudent, il n'y a pas d'eau, que les gens se plaignent, les associations sont dehors, ça manifeste. Donc, allez voir la vidéo, très chers amis, fait par un confrère au Maroc. Voilà, j'ai oublié le nom du média, c'est le Média 24. Voilà, allez-y. Et comme ça, vous aurez les preuves sous vos yeux. Parce qu'ils nient la vérité. Malheureusement, ces gens-là sont d'une mauvaise foi. Le déni ne fera pas avancer le pays. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je vous en prie, professeur. Donc 178 barrages. Donc on a énormément d'eau et on n'a même pas encore mobilisé donc ce que je peux appeler les options alternatives. Ça veut dire le dessalement de l'eau de mer, qui est une option qui doit se mettre en marche du moins sur les régions côtières, comme Agadir. Agadir doit être ravitaillé facilement à 100%, voire minimum 80% avec le dessalement de l'eau de mer. Moi, je suis désolé, les Marocains ne doivent pas fournir aux grands hôtels 5 étoiles de l'eau quasiment presque pour rien, bon marché. Les hôtels, ce sont des institutions commerciales qui génèrent des plus grosses plus-values et ils doivent payer l'eau au prix du marché. Et surtout l'eau qui provient, je veux dire, du dessalement de l'eau de mer et surtout, pour leur terrain de golf, etc. Donc, ils doivent aussi acheter de l'eau qui est issue des traitements des eaux usées, parce qu'en plus on traite les eaux usées, plus on protège l'environnement, plus on protège la faune, plus on protège la flore, etc., etc. Et on s'inscrit dans une logique de développement durable. Je tiens à rappeler tout simplement, et ça on l'avait dit plusieurs fois, c'est qu'un terrain de golf 18 trous, et j'espère qu'ils se casseront la gueule dans les trous, donc 18 trous nécessite par jour pour son arrosage 5000 mètres cubes d'eau par jour. Vous savez c'est quoi 5000 mètres cubes d'eau? C'est 5 millions de litres par jour. C'est l'équivalent d'un approvisionnement d'un village de 50 à 60 000 habitants. Un terrain de golf, quand tu le mets sur pied
quelque part au Maroc, si tu prives 50 à 60 millions, 1000 habitants de l'eau. Voilà à quoi il t'équivaut donc un terrain de golf. D'accord? Et parfois, sur un terrain de golf, on a tous eu l'occasion d'aller dans l'un ou l'autre hôtel au Maroc, et tu vois parfois l'après-midi 4-5 poilus, 2 tendus qui jouent au golf. Et ces 6 personnes maximum qui sont sur un terrain de golf privent 60 000 personnes d'eau. Privent 60 000 personnes d'eau. Donc on est dans une approche de mauvaise gestion et pas une approche de pénurie d'eau. La manière dont cette eau est exploitée, elle est mauvaise et elle est mal gérée. Alors, pire encore, on a une agriculture donc orientée exportation. Orientée exportation. Alors, pourquoi beaucoup de pays européens ne font pas ce genre d'agriculture? Pourquoi? Certes, quand on le fait au Maroc, ça revient moins cher, ça c'est certain, mais surtout, pour préserver leur environnement, parce que toute cette production, les tomates, les fraises, les framboises, les myrtilles, les haricots fins, les aubergines, les concombres et tout, qu'on plotte au Maroc, qu'on appelle d'ailleurs l'agriculture offshore, parce que les grands propriétaires de ces terrains sont européens. Ils louent des terrains pour rien, ils exploitent la nappe phréatique, ils arrosent donc ces champs avec des pesticides, des insecticides, donc on a en retour donc toutes les externalités polluantes, au lieu de les avoir en Europe, on les a chez nous, et ces polluants finiront à un moment ou à un autre pour arriver jusqu'à la nappe, parce que voilà, ces insecticides, pesticides restent à la surface, puis il suffit qu'il pleut, ils s'infiltrent à raison de 3 à 10 cm, ça dépend la force de la pluie, etc. Et puis après quelques années, ils ont atteint la nappe phréatique et l'eau devient polluante et impropre à la consommation humaine. Donc ça, c'est déjà les effets de l'agriculture offshore. Et puis, la plupart des personnes qui exploitent ces barrages, et les eaux de ces barrages, qui exploitent toute cette agriculture, tu viens de citer Adnan et à raison des sociétés israéliennes, donc spécialisées dans l'avocat, dans le pastèque, dans les mangues, dans les kakis, etc. Je tiens donc à donner un exemple. Vous savez qu'un kilo de tomates nécessite 870 litres. Un kilo de tomates, c'est 870 litres. 870 litres. Un kilo de pastèque, c'est 1020 litres d'eau pour produire un kilo de pastèque. Ça s'appelle watermelon. Merci à Massinissa qui a ouvert l'Open War. Bravo à toi. Et c'est une tournée. Merci très cher Massinissa. N'hésitez pas à le remercier dans les commentaires, très chers amis. Grâce à lui, vous aurez 2 heures de débat au minimum pour 2h30 pour échanger après l'entretien avec le professeur. Et peut-être que le professeur restera avec nous quelques instants. Je vous en prie, très cher professeur. On voit les grands bassins dont est doté le Maroc. Donc le bassin de Locus, le bassin de Bourguerec, le bassin de Sbou, le bassin de Omrbeh, Draa, etc. Il n'y a pas un seul endroit au Maroc où on n'a pas des grands bassins hydrauliques. L'eau est partout. On a 2 côtes, la côte méditerranéenne et la côte atlantique. Et comme je te dis, toutes les villes côtières touristiques peuvent utiliser la technique de dessalement de l'eau de mer. Alors une centrale de dessalement de l'eau de mer, pareil pour la ville d'Agadir, c'est l'équivalent d'1 milliard à 1,5 milliard. Mais tu as toute la province d'Agadir qui sera ravitaillée. On a cette expérience
en Arabie Saoudite, qui a super bien réussi. On a cette expérience aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, etc. Et en plus, il y a une technique aujourd'hui, les centrales, on introduit une technique qu'on appelle l'osmose inverse. Donc, c'est par processus de chromatographie. Donc, ceux qui ont eu l'occasion de faire un peu de chimie analytique, ils savent de quoi je parle. Donc, un truc, un capteur les ions qui se trouvent dans l'eau. Donc, les ions positifs et les ions négatifs. Par exemple, l'eau de mer, on sait qu'il y a une grande part de Na plus Cl-. Donc, ces ions sont captés par des barrières et ils laissent passer que de l'eau sans salinité et on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'osmose inverse. Dans le temps, ça se faisait par distillation. Tu chauffais et ça nécessitait énormément, d'énergie, etc. Aujourd'hui, ces techniques d'osmose inverse, ça nécessite vraiment pas beaucoup d'énergie et 2 milliards pour une ville ou pour une province comme Agadir, ce n'est pas vraiment beaucoup. On peut, par exemple, je vous donne pour une région comme la région du Nord, je parle pas de Tanger, je parle de Tétouan, donc tout ce qui est Martil, Cabo, etc., etc., etc. Là, on a besoin uniquement de centrales de 800 à 900 millions de dollars. C'est des centrales clés en main que GDF Suez installe. On peut faire une sorte de synergie pour employer des ingénieurs marocains, etc., etc., etc. Comme ça, au moins, cet argent, une partie restera au niveau local, etc. Et pour Tanger, on a besoin d'1 milliard. Je trouve que 1 milliard au niveau de Tanger pour régler donc un problème d'eau structurel à Tanger, sincèrement, cet argent qu'on a trouvé pour un stade maintenant qui est complètement inondé, on peut le trouver pour vraiment assécher la soif des citoyens, etc. Alors, ce qui se passe dans le monde rural, on n'en parle pas beaucoup, mais heureusement, il y a des ONG, il y a des associations de défense de l'enfance, etc. Donc, le chemin de l'eau pour une petite famille marocaine, donc qui est loin de tout, si vous voulez, infrastructure de base et fondamentale. Souvent, celui qui est sacrifié, ce sont les petites filles. C'est elles qui vont se charger, on les appelle d'ailleurs les porteuses d'eau. C'est elles qui vont se charger d'aller chercher l'eau. Parfois, ils font 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, parfois 4 kilomètres. Donc, automatiquement, ils sont retirés de l'école pour vraiment être utilisés pour cette fonction-là. Mais sur leur chemin, excusez-moi, mais sur leur chemin, ces petites filles risquent de rencontrer des bergers malveillants. Il y a souvent des agressions sexuelles qui arrivent jusqu'au viol. Il y a des agressions sexuelles qui arrivent jusqu'au viol. C'est ce qu'on peut lire dans ces rapports. Que le régime refuse de publier. Le régime refuse d'en parler. Voilà à qui on a confié voilà qui confisque le pouvoir au bled. On prive ces petites filles de l'école et on les jette indirectement dans les bras des violeurs, etc. Et on connaît tous cette histoire de ces égorgeurs, de ces jeunes touristes norvégiennes, pas loin je crois, de Micheliffe ou de Lokeimiden, etc. Ces petites filles marocaines de 10, 12, 13, 14, 15 ans qu'on a affectées à la recherche de l'eau, parfois, leur chemin croise ces petits, voilà. Avec tout le risque que ça comporte, etc., 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 etc. Donc, voilà la face cachée de l'eau au Maroc. Et eux, quand j'ai dit eux, ceux
qui habitent à Suissi, ceux qui habitent dans les quartiers chics de Casablanca, d'Agadir, etc., peuvent se payer une piscine avec un jacuzzi, avec tout ce qui va avec. Il n'y a pas une seule maison à Suissi, dans les quartiers chics de Rabat, etc., où il n'y a pas de piscine. Où il n'y a pas de piscine. Vous allez à Bouzneqa, vous allez où vous voulez. C'est une insulte pour le combat de nos grands-parents. C'est une insulte pour le combat de nos parents. C'est une insulte à tous nos martyrs qui voulaient un Maroc meilleur, qui voulaient un autre Maroc. Le Maroc que nous voulons, c'est pas celui-là. Le Maroc que nous voulons, c'est un Maroc sans votre roi, sans son régime, sans sa mafia. On veut un Maroc avec des hommes dignes, libres, des femmes libres et dignes et propres. Voilà. Voilà. Donc c'est une histoire d'eau. Vraiment une vraie histoire d'eau. Comme le conte. Voilà, l'histoire d'eau. Écoutez, on reviendra sur ça parce que c'est une réelle catastrophe. C'est un ravage fait sur le peuple, le pauvre petit peuple marocain. Et on ne manquera pas, malheureusement, l'occasion de revenir sur ce genre de situation désastreuse. Quand tu préfères mettre sur pied un terrain de golf et tu sais que à l'occasion, il suffit de faire un bête calcul. À l'occasion, tu prives 60 000 personnes d'eau. Oui, mais professeur, l'exploitation, je veux dire, agricole, au nom de sociétés occidentales ou israéliennes, etc., je pense que c'est bien pire que le terrain de golf ou les piscines dans les villas de gens un peu aisés. Oui, ça compte, mais quand même, donner, au moins c'est des Marocains qui en profitent, les piscines. Mais là, les avocatiers donnés à des sociétés israéliennes, on leur donne le terrain. Je trouve ça infâme au niveau de l'idéologie, au niveau enfin, vous comprenez. Et en même temps, ça assèche absolument, même je pense que le premier pays producteur de l'avocat, ça doit être le Mexique. Même au Mexique, il y a des régions où c'est interdit, où c'est absolument interdit d'exploiter des avocatiers pour justement éviter le risque de l'assèchement, du stress hydrique. Alors imaginez les Mexicains ramener d'autres pays chez eux, acheter des terrains pour exploiter des avocatiers. Moi, j'avais lu une interview une fois d'un industriel et d'une personne travaillant dans l'agroalimentaire, etc., d'un Israélien qui travaillait au Maroc et qui disait clairement, c'était sur Time of Israel, on est au Maroc parce que c'est moins cher à produire et on peut exporter à partir du Maroc beaucoup moins cher que si on le faisait en Israël. C'est ça que je trouve absolument délirant. Je vous en prie, professeur. Quand tu traverses de Tanger en Espagne, c'est 14 kilomètres. Et le transport, le fret par bateau est moins cher. La main-d'œuvre est moins chère. T'imagines, Adnan, t'as des Marocaines qui préfèrent aller travailler en Espagne dans les champs de fraises, dans les champs de haricots, dans les champs de tomates et tout ce que tu veux, à quatre pattes toute la journée, et refusent de travailler au Maroc. Ça te dit long sur ce que endure le petit agriculteur ou la petite agricultrice employée dans les champs, des avocats, de la pastèque, etc. au Maroc. Le salaire est entre 2000 et 2500 dirhams pour 12 à 14 heures par jour. C'est le salaire mensuel, hein. Ça veut dire 250 €. Alors, qu'est-ce qu'ils font les pauvres? Ils préfèrent se faire violer dans les champs en Espagne et de prendre le risque que de rester travailler au Maroc. Vous savez, se font aussi violer au Maroc. Hein. Donc, bien entendu. Mais je te dis, ils préfèrent partir en Espagne, loin de leur famille et tout, que de rester dans cette misère incroyable que donc ce pays, les possibilités que ce pays leur offre. Bien sûr, il y a la main d'œuvre moins chère. Il y a pas de dispositif normatif contre l'usage et l'utilisation des pesticides, des insecticides et tous les produits chimicaux, donc ce qu'on appelle les produits phytosanitaires.
etc., etc. Donc c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Il y a un laxisme terrible à tous les niveaux. À tous les niveaux.